Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Judith Charette. Et surtout un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Judith, aujourd'hui? Ça va bien, Nathalie. Merci de l'invitation. Ben, écoute, moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que je t'aime bien, voilà. C'est partagé, c'est bon. Voilà, c'est déjà ça. Et puis, on va pouvoir aussi reparler un petit peu de ton parcours, savoir un petit peu qui tu es en dehors de ce personnage qu'on connaît tous. Alors, est-ce que tu pourrais déjà, avant toute chose, te présenter, Judith, un petit peu pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et puis nous rappeler aussi d'où tu es née, d'où tu viens? Alors, bien certainement, moi, je m'appelle Judith Charret. J'habite à Toronto depuis presque 10 ans. Je suis originaire du Québec, mais j'ai aucun souvenir d'y avoir vécu parce que mes parents ont migré vers l'Ontario alors que j'étais un petit bébé. Et j'ai œuvré en francophonie un peu partout au Canada. J'ai eu la chance, moi, d'accepter des mandats, des postes, de travailler avec des organisations un peu partout. Fait que je vais avoir la chance d'en parler, je pense, aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, ma passion, moi, c'est la francophonie, mais c'est aussi bâtir, construire, proposer peut-être des nouvelles façons de faire les choses. Alors justement, tu disais que tu es née au Québec, mais que tu n'en as pas de grands souvenirs parce que tu as vite migré ici en Ontario. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance que tu avais quand tu étais ici, quand tu étais petite? Alors ça peut être un souvenir d'enfance à l'école, ça peut être un souvenir d'enfance avec ta famille, avec tes copines. C'est ce que tu veux, mais un souvenir d'enfance qui te marque un petit peu. J'ai un souvenir qui est marquant. Moi, quand j'étais toute petite, on était ici à Toronto. On vivait ici à Toronto. Et j'avais 4 ans. Et à l'époque, on commençait l'école à 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On commence à 4 ans, mais à l'époque, on commençait l'école à 5 ans. Et moi, j'avais tellement hâte d'aller à l'école, mais j'avais 4 ans. Alors, comme je suis un petit peu... J'ai un tempérament pas toujours facile. Alors, même déjà à 4 ans... j'allais reconduire ma soeur, je me rappelle de ça, c'est vif. J'allais reconduire ma soeur là où il y a la brigadière. Ma soeur aînée continuait vers l'école et moi, la brigadière, me retournait à la maison. Et donc, à tous les jours, j'étais enragée, fâchée, De rentrer, forcée. de rentrer, parce que moi aussi, je voulais aller à l'école. Alors, mes parents, parce qu'ils voulaient, peut-être qu'ils voulaient juste me faire taire, ont menti. Sur ton âge? À l'école. Et ils ont dit que j'avais 5 ans alors que j'avais 4 ans. Et du coup, tu as commencé plus tôt? Et j'ai commencé l'école à 4 ans. Et le plus drôle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école française là où on était, dans l'Est à Toronto. Donc, j'allais à l'école anglaise, mais je parlais zéro, pas un mot d'anglais du tout. Mais je me rappelle de marcher avec ma sœur, de faire le retour à la maison et d'être dans une espèce d'euphorie. J'avais vécu la plus belle journée de ma vie, mais j'avais rien compris de ce qui s'était passé pendant toute la journée. Alors, je pense que ça donne une idée de... Je pense que j'ai gardé ça, le goût d'essayer des choses, de me mettre dans des situations des fois inconfortables, de vouloir apprendre. Mais j'ai encore l'image de cette petite fille qui avait intrépide un petit peu, ouais. C'est ça, qui ne pouvait pas attendre, qui n'était pas patiente. En général, les gens, ils ralentissent ce moment de rentrer à l'école et tout. Toi, tu as forcé exprès pour y aller le plus vite possible, en fait. Oui. Puis je pense que ma mère ne m'a pas retenue parce que je parlais tellement, encore aujourd'hui, mais je parlais tellement que je pense que ça lui faisait une pause de penser que je serais pendant 3 ou 4 heures à l'école. Là, ça lui faisait une belle pause. Elle s'est dit, quelle bonne idée, t'as un an de moins, mais c'est pas grave, ma fille. Comme ça, tu vas aller saouler quelqu'un d'autre. Exact, je pense que c'est ça. Et est-ce que, justement, la petite fille, la petite Judith, elle avait un rêve quand elle était petite? Est-ce que tu te rêvais dans un métier particulier ou est-ce que tu te rêvais, je sais pas, Blanche-Neige? Il y en a qui se rêvent tout et rien, mais c'était quoi ton rêve à toi quand tu étais petite? C'est drôle parce que quand
ma grand-mère m'avait demandé, ma grand-mère Rimouski m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire quand j'allais être grande. Et j'avais répondu, moi, je vais être une star. et alors, je pense que c'était ça. Je m'imaginais, je sais pas. Mais star de quoi? De la chanson, du théâtre, du Mais cinéma? je chantais, j'aimais tout ce qui était être devant un groupe, faire une prestation. J'aimais ça déjà. Avoir un certain public. Oui, ouais. J'aimais cette idée là, d'avoir les gens qui te regardent. C'est pas très humble comme commentaire. Non, mais chacun son truc. Et il y a des gens qui sont artistes et puis ils se rêvaient pas de ça du tout et puis c'est venu après, donc pourquoi pas. Mais alors, du coup, tu te rêves d'être artiste. Là, la seule personne qui te regarde aujourd'hui, c'est moi devant toi. Oui. Alors, du coup, comment, après de j'ai envie d'être une star, j'ai envie d'être connue, j'ai envie d'être célèbre, tu en viens à ton parcours de vie? Parce que du coup, tu n'as pas fait des études dans le domaine du spectacle du tout. Ouais. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, bon, mon rêve de gosse, c'était bien marrant. C'est peut-être toujours un truc que j'ai envie de faire, mais peut-être plus de façon un hobby, faire du théâtre ou faire de la chanson ou peu importe. Chacun a ses petits hobbies. Mais à quel moment tu t'es dit, bon, OK, moi, de ma vie professionnelle, j'ai envie de faire ça. Et du coup, pour faire ça, je vais suivre telles et telles études. J'ai eu la chance au secondaire, quand j'étais à l'école secondaire à Cornwall, parce que mon secondaire, je l'ai fait à Cornwall, en Ontario, à l'école secondaire La Citadelle. Et j'ai eu la chance de participer à un événement qui était organisé par la Fédération, aujourd'hui la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Puis je suis restée très impliquée dans cette organisation-là. Et je pense que c'était peut-être l'arrimage de deux choses. Hein? C'était ce goût de vouloir être une star, mais je pense que ça s'est transformé, hein? Le goût de vouloir changer les choses, le gout de vouloir exercer du leadership, le goût, c'est ça, de rassembler les gens, de mobiliser les gens autour de... j'avais, et j'ai encore d'ailleurs, mais j'avais une espèce d'impatience, la même impatience que j'avais à 4 ans. Ouais. Moi, je voyais des choses quand j'étais au secondaire que je trouvais qui étaient inacceptables, et là, tu bouillonnais. Il faut qu'on fasse quelque chose, là, ça peut pas continuer comme ça. Alors, je sais que je suis une dérangeuse, donc je propose des choses qui viennent changer les choses. J'aime bien cette expression, dérangeuse, c'est mignon. On peut faire les choses pendant des années, puis ça peut être bien correct, mais s'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je peux pas rester silencieuse. Alors, fait que je pense que ça a été un moment, et dans cette organisation-là, dans cette implication-là avec la FESFO, j'ai appris à connaître ce que c'était le leadership jeunesse. J'ai appris à connaître ce que c'était le monde franco-ontarien plus grand que moi à mon école. Mais de voir qu'il y avait des jeunes de partout en province, qu'il y avait des écoles de langue française partout en province et qu'il y avait un mouvement jeunesse qui pouvait canaliser cette énergie-là. Et que là, j'étais pas seule à vouloir changer le monde, mais il y en avait tout un paquet de jeunes comme moi qui étaient comme ça. Et j'ai découvert dans tout ça le monde de l'animation. Puis je pense que ça a été ça mon coup de cœur. En suivant une formation en leadership, les gens qui donnaient la formation, je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux avoir la capacité de poser les bonnes questions pour mobiliser les gens vers le changement, pour amener les gens à prendre des décisions, fait que c'est ce qui m'a amenée à étudier en communication, en animation de groupe. J'ai travaillé ensuite à la FESFO, puis j'ai toujours continué à faire toutes sortes de formations en modèle d'animation, modèle de mobilisation de communauté, des processus pour changer ou pour amener un changement dans une ville, un village, une école. Fait que c'est ça. Puis mon rêve, parce que j'ai travaillé longtemps à la FESFO, mais mon rêve, à ce moment-là, je me disais qu'un jour, quand j'allais avoir des sous, j'allais étudier le développement organisationnel aux États-Unis. Je savais ce que je voulais, je savais où, je savais quelle sorte de programme je voulais étudier, mais je voulais étudier avec les gens qui sont en train de transformer la vision de plein de choses. Oui. Fait que ça a pris du temps parce que c'est coûteux faire une maîtrise aux États-Unis, mais en déménageant à Toronto, j'ai commencé ma maîtrise et je l'ai terminée en 2016 ou 2017. Alors, ça a été... fait que c'est un long parcours, mais beaucoup de formations. J'ai beaucoup appris avec les gens aussi, là, des gens qui acceptaient de m'amener, de tenir leur verre d'eau puis leur donner un stylo, là, s'il fallait, juste pour les regarder travailler. Parce qu'il y a en anglais, on dit un craft, il y a un art
à animer un groupe ou animer un processus qui fait que les gens se mobilisent, s'énergisent, puis ont le goût de créer, de s'affirmer, de changer leur situation. Alors ça, je voulais apprendre à faire ça. Et est-ce que tu trouves justement que l'art et la manière de négocier, de mettre en place un débat, d'amener du changement, est-ce que tu trouves que c'est différent de le faire en français et en anglais? Parce que c'est vrai que culturellement parlant, il y a quand même certaines différences au niveau de plein de trucs. Mais du coup, je me demandais si toi, qui es quand même une experte dans le domaine, tu trouves, et bilingue aussi, parce qu'il faut le rappeler, tu parles français, mais tu parles également anglais. Mais est-ce que du coup, toi, tu as remarqué des différences à ce niveau-là et en quoi? Je pense que ce qui est différent, bon, puis là, quand je parle d'anglais, il y a le Canada anglais, puis il y a les États-Unis. Fait qu'on c'est sûr que même au Canada français, on est très américanisé dans ce qui nous plaît, dans ce qu'on aime. Ce qui fait que des fois, quand on se retrouve avec des Français de France, par exemple, il y a un choc parce que nous, on est beaucoup au Canada, influencés par les Américains qui sont dans le positivisme. Oui, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus quand je suis arrivée. Moi, venant de ma petite banlieue parisienne, je me dis, mais pourquoi ils sont tous gentils à faire des sourires alors qu'il y a des trucs, ça les gonfle, on le sait, mais ils gardent cette attitude de « Oh, c'est très bien, c'est cool, on va faire en sorte que ça aille mieux. » Mais nous, on serait déjà en grève depuis 6 mois à Paris, genre, tu vois? Exact. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas juste une question de langue, bien qu'il y a un élément de culture quand on anime des groupes. Généralement, je pense qu'il y a quelque chose, quand on accompagne un groupe, il y a quelque chose qui transcende tout ça, puis c'est l'humanité des gens, puis le désir profond qu'on a de vouloir aider l'autre et de vouloir être en communication, en lien avec l'autre. Puis ça, je pense que ça, c'est toute culture du monde. Il y a des choses au niveau de l'approche ou au niveau de, tu sais, t'as des groupes parfois en francophonie, on adhère plus rapidement, on accepte plus rapidement le processus qu'on propose. Et souvent, c'est... puis là, c'est on va faire de la psychologie de centre d'achat, mais c'est un peu comme on passe par l'affectif, on est plus chaud, plus chaleureux. Oui, il y a toujours un terrain plus favorable. Exact. Puis du côté anglais, c'est tout aussi favorable, mais là, le style de communication est différent, c'est beaucoup plus cérébral, plus carré. Moi, j'ai souvent l'impression, quand j'écris en anglais, d'être presque... impoli. Ouais. Mais là, finalement, quand je relis ma phrase, elle n'est pas impolie, la phrase, mais si l'écrivais en français, je dirais... tu mettrais plus de rondeur. Ben oui, c'est ça, quelques qualificatifs pour rendre ça plus joli. Mais c'est ça. Fait que je pense que, somme toute, les processus peuvent être bons pour tout le monde. Le style d'animation peut convenir. Mais il y a des dimensions culturelles. Je pense qu'il faut tenir en ligne de compte quand on intervient de part et d'autre dans toutes sortes de contextes avec différentes cultures. Et c'était quoi tes premiers combats? Est-ce que tu te rappelles les causes où tu t'es dit « Ah, sur ça, je vais changer le monde, c'est sûr. » Ou « Ça va pas du tout. Si je peux ne serait-ce que ramener mon petit grain de sable au désert pour ramener une touche ou une vision un peu différente. » Parce qu'il y a souvent aussi ce truc de « J'ai envie de faire changer le monde, mais c'est tellement en place depuis 150 000 ans que comment moi, ma petite personne, je vais réussir. » Alors des fois, juste ne serait-ce que implémenter genre une petite idée en plus dans la tête des gens, juste le fait que les gens se disent « Ah, c'est vrai qu'il y a cette vision-là de la vie que j'avais jamais pensé. » Des fois, ça peut faire une différence, peut-être pas tout de suite, mais mettre une petite graine qui va germer à un certain moment, en fait. Toi, c'était quoi ton premier combat, Judith? Le premier de tout, là, c'est la cause des femmes. Je pense que même enfant, j'étais consciente de cette injustice-là. Ça me touchait, ça me chicotait, ça me dérangeait. Le machisme, l'iniquité, l'injustice. Puis quand on est... Écoute, puis je suis plus vieille que toi, mais je ne suis pas si vieille que ça. Quand on est déménagé de Toronto pour s'en aller pour arriver à l'école à Cornwall, là, on intégrait une école de langue française. Et dans cette école-là, moi, j'étais renversée. Il y avait encore une cour d'école des filles puis une cour d'école des garçons. Oh là là, ouais, c'est vieux ça. Alors, les filles avaient... C'est ça, mais moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai pas 500 ans. Ouais, ce que j'allais dire, parce que ma mère, à moi, qui en a une 60aine d'années passées, elle, de son temps, il y avait ce truc-là. Ouais. Je me rappelle, elle allait dans la même école que son frère, et mon oncle et ma mère n'allaient pas dans la même cour de récréation. Non. Alors que maintenant... nous, en plus, on est bien placés pour le savoir. Ici, on est dans les locaux de Toronto West.
dans les couloirs, partout, les filles et les garçons se côtoient. Et Dieu merci, parce que ça ouvre l'esprit aussi. Ben oui. Alors ça, puis là, les garçons avaient la cour arrière avec 3 champs de baseball, puis la pelouse et tout. Puis nous autres, on avait l'équivalent d'un stationnement parce qu'on aime bien jouer à la corde à danser. Alors ça, c'était des genres de choses qui me Même d'un point de vue espace, vous n'aviez même pas le même espace, non, c'est ça. Puis moi, j'avais 8-9 ans, puis je comprenais pas. Je trouvais que c'était injuste, que ça n'avait pas de sens. Ça tenait pas dans le sens. C'est quelque chose que je porte encore. Alors, encore aujourd'hui, je suis très sensible à des choses comme un jugement par rapport à une femme, le travail, ou encore des choses qui se disent par rapport à une femme qui veut avoir une famille, mais qui veut aussi avoir une carrière, puis que là, il y a un jugement qui vient avec ça. Puis bien qu'il y ait beaucoup de progrès qui ont été faits pour rendre certaines choses carrément illégales, ça reste que ça se passe encore des postes non donnés à une femme parce qu'on sait qu'elle est enceinte ou ou qu'elle risque de l'être bientôt. Exact. Alors ça moi, ça me... Et je pense que le fait que j'ai eu 2 filles en plus, je pense que ça a exacerbé cette frustration. Puis tu avais une sœur aussi, donc tu as toujours été entourée de femmes. Je viens d'une famille de filles, donc c'est ça. J'ai 2 sœurs. Fait que tout ça, ces questions-là. Fait que par rapport à la violence, par rapport à l'iniquité, par rapport à... J'ai déjà pensé qu'on devrait avoir une déduction d'impôts automatique parce qu'on est une femme et que la vie nous coûte plus cher. Non, mais blague à part, tu sais que j'ai découvert que tout ce qui est appareil de menstruation, donc que ce soit les tampons, les serviettes ou les cups, chacun choisit son mode, ça coûte une fortune au Canada. Alors, pas que dans d'autres pays du monde, ça coûte rien du tout, mais moi, je fais toujours le comparatif avec la France parce que quand je rentre, c'est un truc que je mets dans ma valise. Les gens me disent, t'as ramené à manger, t'as ramené du fromage? Non, j'ai ramené des tampons. C'est ça. Parce qu'ici, ça me coûte 10 $ la boîte, alors qu'à Paris, ça me coûte 2 €. Donc, des fois, les gens me disent, ah, j'ai trop hâte de voir ce que t'as ramené de France. Je suis pas sûre que je vais te montrer ce que j'ai ramené parce que j'ai ramené ça, en fait. Mais je te suis, il y a des trucs où... D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les écoles, alors je sais pas si dans toutes les écoles de Toronto, mais dans les toilettes pour les filles, ils ont mis en accès gratuit des produits pour les menstruations des filles. Ouais, je trouvais ça super aussi. Oui, parce qu'on parle... mais on commence tout juste à parler de l'insécurité menstruelle parce qu'il y a des femmes qui ont commencé à documenter tout ce que les femmes devaient faire. Fait que, moi, ça, c'est des choses qui m'enragent, qui me font de la peine, j'ai toutes sortes d'émotions. Fait que ça, certainement, la cause des femmes. Puis après ça, tout ce qui est l'iniquité, j'ai travaillé beaucoup en francophonie. Je trouve ça inconcevable en francophonie canadienne qu'on n'ait pas toutes les infrastructures et ce dont on a besoin, bien qu'elles devraient être faites sur mesure pour répondre à nos besoins comme communauté francophone en milieu minoritaire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'équipe. Je ne veux pas une traduction de ce qu'il y a chez la majorité. Une adaptation. Mais je voudrais être entendue sur ça. C'est des besoins. Ils sont spécifiques à notre réalité. Ils sont spécifiques à notre contexte. Et peut-être que d'autres façons, on peut, et je pense qu'on le fait, on peut s'inventer les structures, puis les infrastructures, les services qui vont le mieux répondre à ce que nous, tu sais, ce à quoi nous, on aspire. Fait que moi, j'aspire pas à être égale à, mais je voudrais... Fait que je pense que toute cette notion d'iniquité, ça m'habite beaucoup. Et pourquoi aussi cette notion de francophonie, elle est si importante pour toi? Parce que on se connaît aussi grâce au fait que tu fasses partie de la grande famille de Choc FM, radio communautaire francophone à Toronto, en milieu minoritaire. Tu aurais pu te retourner vers n'importe quel conseil d'administration. Au final, tu as choisi celui de Choc FM. Pareil, les causes principales que tu défends, il y a toujours cette petit truc par rapport à cet attrait à la francophonie. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est la petite Judith qui se dit « Ah, moi, mon premier jour d'école, je comprenais rien, donc du coup, la francophonie, c'est hyper important » ou alors c'est encore autre chose? Je pense que j'ai 2 raisons. J'ai une raison de tête puis j'ai une raison de cœur. Ma raison de tête, c'est que moi, je suis convaincue que si la francophonie, si la langue française, si la culture francophone, dans tout ce qu'elle a de plus pluriel aujourd'hui dans le Canada, si elle continue d'exister, de s'épanouir, de se transformer, d'évoluer, que cette francophonie permet à toute autre culture d'exister dans ce pays que j'aime tant. Mais que tant et aussi longtemps, et que tout le monde doit... que c'est quelque chose auquel c'est précieux, il faut y faire attention. Sinon, on peut le perdre. Il faut le nourrir. Il n'y a rien d'acquis. Exact. Ouais. Donc,
Et je pense que c'est ce qui nous donne, à nous, Canadiens, Canadiennes, des lunettes différentes sur le monde, et c'est là qu'on contribue. Quelqu'un m'avait demandé, dans le cadre d'un projet de recherche, parce que moi, mes enfants, elles ont grandi à Ottawa. Et dans le cadre d'un projet de recherche, la personne me demande, mais si c'était si important pour toi que les enfants parlent français, vivent en français et tout, pourquoi tu n'as pas juste traversé le pont, acheté une maison à Gatineau, puis tu te serais jamais soucié de quoi que ce soit, là? Oui, parce que ta vie aurait été 100% francophone. Ben oui, c'est ça. Et puis, c'est drôle parce que je ne m'étais pas posé la question avant de me la faire poser, mais ce que j'ai répondu, ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est que j'étais convaincue c'est fou ce que je vais dire, mais je suis convaincue, moi, que de grandir en milieu minoritaire... Ça t'ouvre l'esprit différemment. Oui. Ouais. Et que ça, c'est une contribution unique. Que mes filles, elles ont une contribution unique dans le monde parce qu'elles savent ce que c'est de ne pas toujours avoir tout comme tout le monde. Elles savent ce que c'est d'être obligée de se débrouiller, d'être un peu plus créative. Tu sais que, bon, tu trouves pas de Valentin en français. Bon, mais là, ça fait soirée de bricolage. On confectionne des Valentins, puis on écrit des messages en français dans nos Valentins. Alors, elles savent que des fois, il faut que tu fasses comme un peu d'effort pour pouvoir être en accord avec ta personne, puis ce qui est important pour toi. Et ça, c'est un cadeau précieux. Puis je pense que c'est un cadeau aussi... C'est un regard que tu apportes sur toute question, qu'elle soit environnementale, sociale, économique. Tu vas avoir ce regard-là sur le monde. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me dis, moi, je suis immigrée dans ce pays et j'ai un peu l'impression d'avoir la même chose que ce que tu dis. Un regard différent, parce que j'arrive avec ma culture franco-française. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que ça rejoint aussi beaucoup le périple, le processus de plein de gens qui viennent de l'immigration, parce qu'on a aussi choisi ce côté, on aurait très bien pu rester dans nos pays. Hein. La plupart des gens qui ont immigré et la plupart des francophones qui ont immigré, c'est une immigration choisie. Personne nous a mis un couteau sous la gorge ou on a dû fuir notre pays parce que X, Y raison. En général, on se dit « Ah, pourquoi pas? Ça a l'air sympa. » Donc, on y a été. Mais toi, pareil, rien ne t'a forcé d'acheter cette maison de l'autre côté du pont. Mais au final, ça a apporté une chose différente, un petit épice en plus, en fait. Exact, c'est ça. Fait que ça, je suis encore convaincue de ça. Puis ma raison du cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose... C'est difficile à expliquer les raisons du cœur, parce que c'est d'essayer de faire parler ton cœur à ta tête, mais il y a quelque chose... ma mère, quand j'étais... Parce que nous, on grandissait en Ontario français, fait qu'on parlait français et anglais. Mais quand on allait dans la famille au Québec, là, on se faisait dire qu'on avait un accent, puis on se faisait appeler les jaunes, puis les jaunes, je sais pas pourquoi. Jaune, j'ai aucune idée. Quand elle avait mis de bleu, j'aurais dit, bon, ça se rapproche de la couleur du drapeau anglais. Exact. Non, j'ai aucune idée, mais bon. On faisait rire un peu de nous, là, parce qu'on avait un accent. Les Anglais sont arrivés, bon... Mais je me rappelle que ma mère, elle m'avait dit, parce qu'il y a toujours un moment dans la vie de tout jeune, en tout cas, sauf exception, mais dans la majorité de la vie des jeunes, dans leur évolution, quand ils arrivent à l'âge où tu les côtoies présentement au secondaire, il y a comme une remise en question. Hein? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que, ben là, il me semble que c'est plus facile pour moi de parler anglais? Ou bien c'est plus cool? C'est un concept que je comprendrai jamais, mais bon. Qu'une langue soit cool et une autre non. Ça, c'est étrange. Écoute, je pense qu'il se pose vraiment la question. Exact. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est juste le fait de switcher pour eux qui est cool et de se dire... Peut-être que l'anglais, vu qu'on est ici dans une structure francophone, peut-être qu'elle ne va pas comprendre ce que je dis en anglais, alors je switch en anglais. Sauf que, copain, si j'habite à Toronto, je comprends tout ce que tu dis. Donc, du coup, j'ai toujours un peu de mal aussi. Mais ouais, effectivement. Oh non, je croyais qu'il y avait du bruit derrière. J'allais dire, attends, il y a quelqu'un qui fait de la perceuse, je vais le tuer. Non, mais oui, il y a ce truc de c'est cool de parler une certaine langue. Oui. Et puis, il y a aussi ce côté aussi que... Les enfants, par exemple, qui viennent à Toronto-Ouest, des fois, ils sentent aussi que le français, c'est la langue de leurs parents, qui est un peu imposée. Eux, ils sont nés ici, alors ils veulent faire les... Tu te dissocier de ça. Tu essaies d'être original quand, en fait, tu es ce qu'il y a de moins original. C'est un peu ça, le... Je vais y aller. Donc, la raison du cœur, on en était là. Oui. Vas-y, je t'en prie, tu reprends quand tu veux. Okay. Alors, l'autre, la raison de la tête, la raison du cœur. La raison du cœur, c'est celle qu'on a de la misère à exprimer. La raison du cœur, c'est ça. C'est parce que je racontais que... Attends, je sais plus où j'étais. Ta mère, il y avait un truc avec ta mère. Alors, nous autres, on vit à Toronto. On se fait traiter de French frog, French fry, French n'importe quoi. Là. Alors que vous êtes Canadien aussi? Oui. Mais tu sais, c'est comme les enfants à l'école. Là. Nous, on était les francophones.
Et ma mère m'avait juste dit, puis ça va avoir l'air peut-être banal, mais ma mère m'a dit, toi, Judith, là, quand tu te lèves le matin, puis que tu te regardes dans le miroir, là, tu te dis, là, moi, là, je suis une francophone. C'est fou, mais cette phrase-là, mais tellement... Ça m'est resté parce que pour elle, ça, c'est une évidence. C'était une fierté à revendiquer, en plus. T'as pas besoin de remettre ça en question. Ça, c'est qui tu es. Ça fait partie de... Puis je pense que, donc, ma raison du cœur, c'est qu'il y a quelque chose dans notre langue du cœur. Puis on le voit avec les gens quand tu perds ta langue du cœur, ta langue maternelle, tu perds un morceau, tu sais, tu perds quelque chose. Oui, et puis à contrario, quand tu rencontres quelqu'un qui parle ta langue maternelle, tu es tellement content. Ouais. Mais la personne en face peut être une personne horrible, mais juste le fait que vous vous entendiez juste sur le fait de parler votre langue maternelle, tu dis, voilà, il y a une certaine connexion, il y a un truc, Oui. Puis c'est tout, ça se traduit partout, ça se traduit par les chansons que je peux chanter à mes petits-enfants quand je les berce, qui sont les chansons que ma mère m'a chantées ou que ma grand-mère m'a chantées. Alors, il y a des choses qui... Comme une transmission. Ah oui, qui est les blagues inappropriées que mon grand-père pouvait raconter parce qu'il était le champion, il était vraiment le champion de toute blague qui parlait de pète ou de choses inacceptables. Mais ça, je ne pourrais pas le traduire, ça se traduirait même pas, ça n'aurait pas de sens, ça ferait Ce serait pas drôle. Non, c'est ça. Alors, je pense que tout ça, c'est partie des raisons du cœur. Puis je suis consciente de... Et à un moment donné, quand je travaillais en Colombie-Britannique, parce que dans mon parcours canadien, j'ai eu la chance de travailler au conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Et j'avais un collègue là-bas qui me racontait, qui réapprenait le français. Et il m'expliquait que, puis il avait été embauché parce qu'il était ultra compétent, il a été embauché et c'était une condition. Alors, tu vas être embauché, tu es unilingue anglophone, mais on s'attend à ce que tu prennes des cours de français puis que tu puisses être fonctionnel dans le conseil. Et il me racontait, parce que moi, j'essaie de comprendre l'histoire, parce qu'il avait un nom hyper francophone, et il me raconte que la raison qui l'a motivé, parce qu'il était très, très motivé à apprendre le français, puis il voulait pas qu'on fasse l'effort de lui parler en anglais, il voulait vraiment... Il m'a expliqué que son père était dans ses dernières heures, et dans les dernières semaines de son père a perdu l'anglais. Qui n'était pas sa langue maternelle. Donc, il a appelé ça. Fait qu'il lui restait que le français. Ouais. Donc, il dit, je suis assis en train de partager les derniers moments avec mon père, puis je ne comprends rien de ce qu'il est en train de me dire. C'est incroyable. Alors, il dit ça, pour lui, même s'il ne pouvait pas revenir en arrière, pour lui, c'était, il faut que je récupère ça, parce que c'est un cadeau, héritage. C'est un legs, c'est quelque chose qu'il faut que je réapprenne. Donc, je pense que c'est tout ça. Une langue, ça porte beaucoup de... C'est pas juste des mots. Une langue, ça porte toute une histoire. Voilà, c'est ça, ton histoire et puis celle de ta famille, parce que cette langue, si tu la parles, c'est parce que aussi ta famille la parle. Exact. Il y a tout ce truc, ces souvenirs que tu partages. Et d'ailleurs, tu parlais de tes filles et du fait, justement, que le fait d'habiter de ce côté-ci du pont, Ottawa et pas Gatineau et machin, est-ce que tu leur en auras à elle déjà reparlé et de savoir si elle savait justement ressenti ce truc d'avoir un pied dans chaque culture, justement, et d'avoir un regard un peu peut-être différent de leurs petites copines à côté? Je pense que oui, maintenant, parce qu'elles sont dans la trentaine, fait qu'il y a eu beaucoup de chemin, mais je me rappelle, c'est drôle, parce que Marie-Ève, ma plus jeune, quand elle était grande adolescente, je vais dire peut-être 19 ans ou quelque chose comme ça, elle avait fait partie d'un exercice de consultation où on posait la question... qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu sois francophone aujourd'hui ou quelque chose comme ça? C'était une question comme ça. Puis elle avait répondu, mais pas grand-chose. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, je suis francophone. De fil en aiguille, elle raconte elle dit, mais ma mère, elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup le bricolage. Parce qu'elle dit, nous, là, des cartes de fête, des cartes de Saint-Valentin, des cartes de Noël, on faisait tout ça en bricolage. Tout était bricolé à la maison. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, Marie-Ève, je n'aimais pas vraiment le bricolage, mais je voulais qu'on donne des cartes de Saint-Valentin en français. Et il n'y en avait pas. Donc, il fallait bien les fabriquer. On les fabriquait. Ah, OK. Alors, c'est dans les petits gestes, hein, que... Mais quand c'est fait de façon naturelle, donc moi, j'ai jamais dit aux enfants, parlez pas anglais, ou ça ne faisait pas partie de ce qu'on faisait. C'était juste, ici, nous, ça se passe en français. Entre nous deux, ça se passe en français.
Et du coup, toute ta vie, parce que tu t'as dit aussi, donc après que tu as travaillé en Colombie-Britannique, là-bas aussi, hein, la situation francophone, elle est très minoritaire. Est-ce que grâce à ton parcours professionnel, justement, tu as pu aller voir un peu partout et te rendre compte où est-ce qu'on est encore plus minoritaire qu'on ne l'est à Toronto? Oui, parce que j'ai travaillé en Colombie-Britannique, j'ai travaillé en Saskatchewan, j'ai vécu à Terre-Neuve-Labrador, sur la côte ouest de Terre-Neuve. C'est drôle parce que d'une communauté à l'autre, finalement, il y a tellement de points communs. Je trouvais ça drôle des fois de faire partie de tables de réflexion, de discussion et à me dire, mon Dieu, j'ai juste, même conversation, on a juste changé de face. Alors, c'est tous des nouveaux visages autour, mais les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, les mêmes... donc, il y a un point de rencontre dans la francophonie canadienne minoritaire. Et c'est un luxe de pouvoir se poser la question de qui on est, qui on veut devenir. Je suis pas sûre que les gens dans la majorité ont ce luxe-là de se poser la question tout le temps de où est-ce qu'ils vont, de quoi ils ont besoin. Parce que tout leur tombe dans le bec, entre guillemets. Exact. Alors que quand tu es en situation minoritaire, tu te rends compte qu'il y a des manquements. Et du coup, tu en parles à d'autres gens qui sont d'accord avec toi. Donc, du coup, ils se rallient à ta cause. Et de là, ça fait effet boule de neige. Et de là, on prend des décisions, en fait. Et quel cadeau extraordinaire, parce que je pense à toutes les choses qui ont été gagnées en francophonie en milieu minoritaire. Fait qu'on se dit, quel cadeau extraordinaire, malgré les luttes, les batailles, les revendications et tout ce qui a dû être fait dans la francophonie, mais de construire des écoles. De pouvoir participer à ça, de dire, ben moi, ça veut dire de bâtir des conseils scolaires. Ça n'existait pas. Il fallait commencer avec, OK. Oui, puis toi, tu le disais, quand tu étais à Toronto, tu étais en école anglophone, parce que ça n'existait pas encore. Exact. Alors, et de pouvoir dire aujourd'hui, on a bâti des collèges qui sont à nous. Bien, il y a eu revendications, lutte et tout. Puis moi, j'étais à la FESPO dans ce temps-là, donc on travaillait fort la revendication. Mais d'avoir une université aujourd'hui qu'on bâtit, qu'on construit, qu'on invente, et qui sont remplies, parce que tu pourrais construire quelque chose qui ne marche pas. Mais avoir des écoles qui sont à moitié remplies, se dire, bon, ben, on va te faire comme des genres d'appels à la communauté pour voir s'il y a un certain goût pour ce truc-là, parce qu'on a des beaux locaux, on a des profs qui sont prêts à dégainer leurs meilleurs cours. Mais en même temps, si en face, il n'y a personne pour les écouter, ça ne sert pas à grand-chose. Non, c'est ça. Alors, c'est extraordinaire. À Vancouver, c'est vrai qu'en Colombie-Britannique, c'est une communauté ultra minoritaire. Mais dans l'école Rose-des-Vents, qui est une école élémentaire du centre-ville de Vancouver, les enfants pourraient sortir par les châssis, sortir par les fenêtres. Il y en a tellement. L'école est devenue rapidement trop petite. Bien, ça crée un problème parce que ça menait à une poursuite. Mais c'est quand même extraordinaire de penser qu'alors que tout le monde se dit, bon, avez-vous vraiment besoin une population? Est-ce que vous avez vraiment besoin? Puis qu'on fait la preuve que, ben oui, quand on a l'infrastructure qu'on a besoin, ben les gens, ils se greffent à cette infrastructure parce que ça répond à l'ambition qu'ils ont pour leurs enfants ou pour leur communauté. Oui, et puis au-delà aussi de ceux qui sont déjà francophones, il y a les parents qui sont francophiles et qui voudraient que leurs enfants apprennent le français parce que c'est toujours plus simple. Et moi qui suis arrivée au Canada dans ma vingtaine tassée, je me suis rendu compte que l'anglais, quand tu l'apprends hors du système scolaire, c'est différent. Parce que quand tu viens à l'école et que ta tête, elle est tout le temps dans la langue et que quand tu écoutes la radio, c'est la langue et machin... Enfin, tu peux plus facilement, en fait. Et je me dis, les enfants de familles anglophones qui viennent dans des structures francophones, c'est tellement plus simple pour eux d'apprendre cette langue parce qu'on leur mâche le travail, on leur apprend tout ce qui est attrait à la culture, attrait à la langue. Ils font des pièces de théâtre en français, ils font des chansons, ils font plein de trucs. C'est ça, il y a des connexions. C'est au-delà de l'apprentissage d'une langue. C'est vivre dans un environnement qui te permet de découvrir quelque chose. Alors, c'est pas juste... c'est pas un cours de langue que tu prends ou à répéter des phrases, mais que tu es en train de créer toi-même le milieu de vie dans lequel tu es. Fait que c'est assez extraordinaire. Et après la FESFO, alors qu'est-ce que tu fais? Parce que ça, tu disais que c'était ton premier emploi. Là, on est toujours sur Toronto, du coup. Non, j'étais à Ottawa dans ce temps-là. Ah, tu étais à Ottawa à ce temps-là. OK. J'ai travaillé plusieurs années à la FESFO. C'est une vraie chance parce que j'ai appris à connaître des générations et générations de jeunes qui aujourd'hui sont des leaders dans la communauté. Donc, c'est vraiment beau de voir ce que ça donne.
un mouvement d'implication jeunesse comme ça, axé sur le leadership, ce que ça peut donner. Et puis voir que c'était pas une lubie aussi, non, que c'était des gens ça. qui étaient réellement impliqués, qui avaient des idées, et que c'est des idées qui les font encore vivre aujourd'hui, en fait. Exact, tout à fait. Et là, j'ai quitté la FESFO parce que on voulait faire... Il y avait en Ontario l'adoption d'une politique en aménagement linguistique pour les écoles, les communautés des écoles. Et on voulait proposer un modèle pédagogique, une approche pédagogique qui serait spécifique au milieu minoritaire, qu'on a appelé à ce moment-là une pédagogie culturelle, et on a développé un modèle de formation inspiré de ce qu'on faisait à la FESFO avec les jeunes, comme stage de leadership, mais où on recevait des profs, des directions d'école, pour créer un contexte où on pouvait amener les gens à se rappeler, à se reconnecter sur leur propre identité francophone et l'attachement qu'ils pouvaient avoir à leur langue et culture, puis à se projeter sur, moi, comme intervenant dans ma salle de classe, même si parfois, c'est pas facile d'être dans un environnement où les élèves, justement parce qu'ils croient que l'anglais, c'est cool et le français, c'est pas vieux, cool. Ouais. Mais comment on peut, de façon plus stratégique, peut-être amener les élèves à être attirés, à être intéressés, et à vouloir devenir... aussi. C'est ça. Alors, pendant quelques années, j'ai fait ça, puis c'est de là que je suis partie en Colombie-Britannique pour le compte du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, et j'avais le mandat extraordinaire de développer et monter l'inexistant, parce que moi, j'adore l'inexistant. Toi, t'aimes bien construire de rien, partir de zéro et te dire l'objectif, c'est ça, ça va être dur. C'est ton côté intrépide, tu vois. C'est le côté j'essaye de faire avant que le truc se passe, et c'est ça, en fait. C'est ça. Pourtant, t'as dit que t'aimais pas le bricolage. Pourtant, tu aimes bien construire. Je bricole d'autres choses. Ouais, c'est ça, je bricole des idées. Et il n'y a rien que j'aime plus encore que l'invitation à construire, mais avec une idée de ce qu'on va faire, puis là, déconstruire ça pour proposer autre chose. Moi, là, ça, c'est la question que je pose le plus souvent dans tous les environnements de travail, ce qui fait que je dérange, puis je le sais que je dérange, c'est pourquoi on fait ça comme ça? OK. Comprendre le pourquoi du comment des choses. Est-ce qu'on pourrait faire ça autrement? Est-ce que ça nous sert vraiment? Est-ce que c'est une loi ou un règlement? Est-ce que c'est nous qui l'avons inventé? Alors moi, j'ai les questions à savoir, juste pour comprendre... Le corps et ça, il est comme en grand pour vrai, puis est-ce qu'on peut se permettre de voir les choses autrement? Pour comprendre les cadres et tout ça, OK, ouais. Donc, je devais monter le volet culturel et communautaire qui avait pour objectif de créer des événements ou un cadre pour engager les jeunes dans leur propre vie communautaire francophone, puis faire le lien entre ce qui se passait dans la communauté, donc les organismes communautaires, le milieu scolaire, fait créer les ponts. Entre tous ces gens-là. Fait que, bien que j'avais travaillé beaucoup en mobilisation avec la jeunesse, ça, c'était la première fois que je me retrouvais dans un contexte qui n'était pas facile et qui avait pour but de mobiliser les gens autour d'un objectif puis d'une vision commune. Puis, et ça a été une des plus belles expériences professionnelles de ma vie parce que écoute, comme dans toute communauté, il y a des gens qui, tu sais, on tire la couverte, on manque de ressources, donc on n'aime pas que les autres en aient, on aimerait mieux avoir ces ressources-là. Mais d'amener les gens à rester dans le dialogue, puis à rester dans le construisons ensemble quelque chose, puis à arriver au point où ça a changé complètement les relations entre les personnes, parce qu'en fait, quand tu mobilises, tu ne changes pas les organisations, tu changes la relation que les personnes ont entre eux. Ouais. Et ça a été... c'est ça, j'ai appris beaucoup sur la francophonie, sur moi-même, sur les capacités d'une communauté, les capacités dans une communauté mobilisée, ce qu'elle est capable de faire. Les montagnes qu'elle est capable de bouger. Je veux dire, c'est incroyable. Puis c'est à partir de ce travail-là... Que je fais tout mon travail maintenant. Moi, je pars toujours du principe que, OK, c'est sûr qu'individuellement, on peut aller chercher 5 000, mais qu'est-ce que ce serait si on travaillait ensemble? Est-ce qu'on pourrait aller chercher 5 millions? Est-ce qu'on pourrait... alors, je suis un peu dans la posture de, mais qu'est-ce qu'on serait capable d'accomplir si on travaillait ensemble plutôt que de se tirer les couvertures? Et à quel moment tu te dis, ah, mais il y a une radio francophone à Toronto, elle a l'air sympa, pourquoi pas m'y intéresser, pourquoi pas me rapprocher
Et pourquoi pas devenir la présidente du conseil d'administration? Moi, c'est pour ça que j'adore, parce que j'adore Judith, parce que c'est la fille. Au niveau du conseil d'administration, il n'y a que des garçons. Donc, quand moi, je passe une tête dans ces réunions de conseil d'administration, je sais qu'il y aura Judith, je sais qu'il y aura au moins une autre femme. Ça, c'est cool. Ça, c'est vrai. Écoute, moi, une de mes premières implications quand j'étais au secondaire, c'était à la radio de l'école. J'aimais tellement ça, faire de la radio. Parce que c'était ton côté star? Ah oui, ça doit être ça, parce que là, j'animais la radio, je me trouvais comme... J'ai 13 ans, puis là, je peux faire jouer, puis là, c'était une radio uniquement en français. Alors moi, j'adorais ça, parce que bon, puis c'était avec les vinyles. Ah oui, d'accord. C'était génial, extraordinaire. J'ai toujours rêvé, alors quand on fait sa bucket list, là, les choses que je vais accomplir, quand je me projetais dans quel est le métier ou quelle est la chose que j'aimerais faire, si le talent, le temps ou l'argent n'était pas un facteur, quelle serait une chose que j'aimerais faire? Si juste tu pouvais claquer des doigts et avoir le truc. Moi, j'aimerais tellement ça animer une émission de radio. J'aimerais vraiment ça. Mais il ne faudrait pas qu'on me paye. Alors, je voudrais que ce soit... Fait que ce serait parfait à Choc. Je voudrais pas qu'on me paye parce que je voudrais faire je voudrais pouvoir écouter toutes sortes de musique. Il y a comme une idée de je veux pas trop de redevabilité. Ouais. Je veux avoir du plaisir. Fait qu'il y a ça. Mais il y a aussi que, comme quand je suis arrivée à Toronto, c'était pour ouvrir le campus de la Cité, du Collège de la Cité, ici à Toronto. C'était le mandat que j'avais. Et la première chose, on se promène en voiture, moi je faisais le tour, puis la radio communautaire, ça a été tout de suite un repère pour moi, francophone, dans la ville de Toronto. Puis je trouvais que c'était un point d'ancrage, et je le trouve encore, un point d'ancrage communautaire important. Bien que toute radio en français est importante, la radio communautaire, elle a un différent mandat, bien entendu, mais il y a comme un ancrage, il y a une proximité, on s'entend. On se reconnaît aussi, exact, c'est ça. Exact. On laisse parler les gens de façon un peu plus libre aussi. On valorise les choses qu'ils font au quotidien parce que quoi qu'il arrive, même si tu es juste un petit vendeur d'une petite boutique et que tu n'as qu'une petite dizaine de clients, bah, ces 10 clients-là, ils sont francophones, tu leur rappelles des souvenirs, tu fais en sorte que leur quotidien à eux, il soit agréable, il soit confortable, ils rappellent le goût de la maison. Donc, ouais, c'est tous ces petits trucs. Je dis vendeur parce que c'est le premier truc qui me vient en tête, mais ça peut être un restaurateur, ça peut être un prof, ça peut être plein de choses. C'est ces gens qui s'impliquent pour les mêmes raisons que toi, tu t'impliques dans cette francophonie au final. Exact. Puis il y a quelque chose dans la radio communautaire de Toronto en particulier, francophone, Choc, qui se distingue de toutes les autres. C'est qu'on n'en a pas beaucoup de points de ralliement francophone. La ville, elle est trop grande. Oui, c'est vrai. C'est trop grand. Alors, Choc, ben, ça joue ce rôle-là, à quelque part, d'être un point de ralliement sans qu'on se connaisse, sans qu'on se voit, parce qu'il y a comme des petites capsules francophones dans le Grand Toronto, des gens qui se voient, des groupes, tout ça. Puis ça, c'est important. Mais il y a comme une démocratie, à quelque part. Choc, c'est comme c'est la francophonie démocratique de Toronto. Tu sais, l'espèce de point de rencontre où tout le monde peut écouter, s'entendre, ça s'adresse à tout le monde. Fait que ça, pour moi, c'est un élément qui se distingue d'autres radios dans des plus petites communautés où les francophones se connaissent parce que s'il arrive un événement, tu le sais. Que c'est puis ça va être l'événement. Alors exact, donc tu te rassembles là. Tandis qu'à Toronto, on a comme l'opportunité de faire connaître des gens qu'on ne connaît pas, de faire entendre des gens qu'on n'entendrait pas. Puis ça, je trouve que c'est particulier et hyper important. Fait que, d'abord, le médium m'intéresse. Deuxièmement, je trouve que c'est hyper important. Puis troisièmement, quand j'étais au collège, un des premiers mandats que j'avais, c'était devoir livrer un programme en journalisme. Alors, je me suis tout de suite tournée vers Choc en disant, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et là, c'est devenu une histoire de cœur, là, Choc et moi, parce que ça a été tout de suite un endroit où les étudiants pouvaient venir. On a fait des émissions en direct ici. Ils ont eu la chance d'avoir de la formation. Ils étaient accompagnés. Ça leur créait un espace tout de suite qui leur permettait de mettre à l'essai ce qu'ils apprenaient dans les cours. Fait que c'est ça. Fait que cette proximité-là, puis à quelque part, moi, j'ai tendance à m'attacher aux organisations parce que je m'attache aux gens, puis je m'attache à la culture de l'organisation, pas avec un grand C, mais avec un petit C. Comment on accueille les gens, comment on fait de la place.
C'est ça. L'importance qu'on leur donne aussi, c'est ça? Exact. Puis là, ben j'ai la chance d'être présidente, oui, mais d'un conseil d'administration où on a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de plaisir. C'est vraiment, sincèrement, un conseil d'administration agréable. Et c'est pas toujours le cas. Ouais. Alors, ben celui-ci, c'est comme si tout le monde a juste le goût de contribuer puis de faire en sorte qu'on avance puis qu'on serve l'organisation duquel on est responsable, finalement. Et alors, pourquoi avoir décidé de te mettre à la présidence, enfin de choisir de postuler pour la présidence, alors que toi, ce que t'aimes, c'est le micro, c'est faire de l'animation, t'étais dans ton truc d'école, tu faisais de la radio à l'école, et puis au final, moi, je t'ai jamais vu à l'antenne. Non, mais je me prépare tranquillement. Alors, en fait, Nat, tu as perdu ton job, c'est moi qui reprends la semaine prochaine. Non, j'ai dit, je voulais pas être payée. Oui, c'est ça, c'est correct, tu peux me prendre bénévole. Mais je pense que c'est comme une façon timide, peut-être. C'est peut-être de dire, hey, je suis intéressée, mais... c'est ça. Je sais que c'est pas une caractéristique qu'on m'attribuerait probablement pas, cette caractéristique-là, comme étant une femme timide, mais pourtant, j'ai comme une timidité, une petite gêne où je me dis, ben je vais être juste assez proche pour avoir un pour œil, faire ma part, puis être un peu comme, je sais pas, dans le groupe cool de la radio, là, mais quand même, avec un rôle... peut-être dans lequel je suis très, très confortable, qui est un conseil d'administration. Et alors, au-delà de ton mandat de présidente de Choc FM, qu'est-ce que tu fais tous les jours, au quotidien? C'est quoi maintenant ton travail aujourd'hui, Judith? Alors, depuis 2021, donc post-pandémie, depuis 2021, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, j'ai commencé ma propre entreprise qui s'appelle Judith Charret Conseil. Et là, je vais faire une blague parce que depuis la pandémie, j'ai pris l'habitude, je fais des conserves, je conserve tout, là, je conserve des asperges, des topinambours, des choux-fleurs, des carottes, je conserve tout, des tomates, des betteraves, n'importe quoi, je conserve tout. Alors, mes filles à la blague me disent... Tu mets ça dans ton bunker chez toi, mais là, tu sais comme moi que les appartements, ils sont pas grands à Toronto, ouais. Alors il y en a partout. En dessous de tous les meubles, en dessous, ici, il y a des confitures. Tu passes une tête sous le canapé, il y a des confitures. C'est ça. Va chercher les cerises, elles sont où? Dans le placard de l'entrée. Exactement, oui. Près des souliers, à côté des bottes d'hiver. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ils sont un peu partout, ils sont partout, mes conserves. Mais là, mes filles me font la blague en disant, mais ça pourrait être Judith Charret Conseil et conserve, si tu veux. si jamais les gens veulent plus tes conseils, ils vont peut-être vouloir tes conserves. Donc, c'est ça. Fait que j'ai la chance d'avoir, au cours des dernières... au cours de ma carrière, j'ai fait toutes sortes de contacts. J'ai rencontré je travaillais avec plusieurs différentes organisations. Puis là, j'étais prête à passer à la prochaine phase où je voulais contribuer, appuyer des clients, des organisations qui pouvaient peut-être utiliser mes services. Donc... ça va très bien. Je fais toutes sortes de mandats un peu partout au pays. Toujours en français ou pas forcément? J'en ai fait quelques-uns en anglais. Et ça va, mais c'est pas encore... C'est pas ton cœur de cible, exactement. C'est pas encore mon coup de... J'ai pas encore eu mon coup de cœur. Fait que peut-être que ça va arriver. J'ai eu du travail avec des clients que j'aimais bien, mais c'est moins viscéral. Je sais pas comment l'expliquer autrement que quand je suis en Saskatchewan avec la communauté françaiscoise, je les aime. Oui, puis je les aime de cœur. Puis ça te renvoie à ce que t'es, une francophone, exact. En final. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est un beau défi, mais que, écoute, je n'ai pas de regrets. Là. Ça va super bien. Puis j'ai des beaux projets très divers. Puis j'ai eu la chance là, de voir, ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, ça m'intéresse moins. Alors, j'ai comme eu la chance de patauger un peu, mais ça faisait longtemps que j'attendais. J'attendais d'être assez compétente, de me sentir assez compétente. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as vu mon regard, parce que j'allais dire compétente. Depuis tout à l'heure, elle nous sort quand même pas mal de trucs. Ouais. C'est quand même... Enfin, ton CV, il est quand même suffisamment étoffé, mais c'est marrant que t'aies attendu super longtemps pour être... suffisamment en confiance par rapport à ce que tu as fait pour pouvoir te lancer, alors que tu aurais pu le faire il y a bien longtemps. Mais au final, je pense que cette
peur peut-être de te lancer, eh ben, elle t'a pas permis de pas te mettre les pieds dans le tapis parce que je pense qu'il n'y a pas de moment pour mettre les pieds dans le tapis. Même si on a 70 ans d'expérience, on peut toujours se mettre les pieds dans le tapis, c'est pas le problème. Mais c'est plus que ça t'a peut-être permis de rencontrer des gens qui ont fait que maintenant, si tu as un projet X, Y, tu sais exactement vers qui te retourner ou tu sais exactement quel modèle va fonctionner parce que ça a déjà marché par le passé, genre. Oui. Puis je voulais... Puis il y a peut-être une partie de ça qui est l'insécurité féminine parce que, tu sais, on a l'impression qu'il faudrait qu'on soit 50 fois plus compétente que je sais pas qui, je sais pas c'est quoi, qui a donné les standards que nos contreparties masculines. C'est une impression, c'est pas je base ça sur rien d'autre que du vécu. Mais je pense que généralement, les femmes, on a tendance à se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui se démarque? Est-ce que j'ai vraiment un talent? C'est quoi ma valeur ajoutée? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Tu sais. Fait que je pense qu'on se remet plus en question par rapport à ça, ce qui est probablement bon parce que, je veux dire, moi, j'ai des collègues consultantes que je suis en admiration devant ces femmes-là, la compétence, le sérieux, la rigueur. Fait que moi, c'est ça que je voulais émuler aussi. Là. Je voulais émuler je voulais être un exemple de quelqu'un qui fait pas du tout cuit. Ça aussi, ça me dérangeait. Puis j'ai eu la chance dans les organisations de côtoyer différents consultants. Divers modèles de management aussi, oui, c'est ça? Puis de dire, ben, tu sais, quand j'étais à l'école, quand je faisais ma maîtrise, le prof disait, pour certains consultants, tous les problèmes ont l'air d'un clou parce qu'ils n'ont qu'un marteau. Alors moi, je voulais pas seulement un marteau, je voulais avoir une boîte à outils, je voulais vraiment être capable de... En fonction du problème, sortir l'outil qui allait trouver la solution, en fait, c'est ça? Exact, c'est ça. Okay. Mais alors, du coup, avant qu'on termine cette interview, Judith, quel serait ton conseil ou tes conseils? Tu peux en donner plusieurs, parce que tu es comme moi, tu es bavarde, de donner un truc, c'est trop compliqué. Je comprends et j'entends très bien. Tes conseils à une femme francophone, immigrante ou pas au final, mais qui se retrouve en milieu minoritaire et qui aimerait entreprendre, comme toi, tu le fais maintenant. Quel serait ton conseil ou tes conseils? On va en donner plusieurs, parce que je sais que tu en as plusieurs forcément, mais... Voilà, pour ces femmes qui entendent cette interview, qui se disent « Waouh, ce parcours, il est quand même vachement impressionnant. » Tu vois, elle ne s'est pas lancée tout de suite, elle a attendu d'avoir telle et telle expérience. Bon, moi, je suis là, j'ai une bonne idée, mais je reste une femme. Je sais qu'il y a des hommes qui ont déjà eu cette idée. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que je le fais à Toronto? Est-ce que je ne retourne pas au Québec? Ou est-ce que je ne retourne peut-être pas dans un autre pays francophone? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une femme francophone en milieu minoritaire qui voudrait lancer sa compagnie? Le conseil que j'ai, moi, c'est les personnes qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. Si je fais l'inventaire de ces personnes-là, si on agit comme femme avec intention. Alors moi, si j'ai une aspiration et que je vois une femme que j'admire, ou un homme même, mais la timidité et la gêne, ça ne sert à rien. Puis des mentors, ils ne te cherchent pas. C'est toi qui les trouves, tes mentors. Alors, moi, je dirais, quand vous voyez quelqu'un... Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière de dire à quelqu'un, littéralement, est-ce que je peux aller te servir un verre d'eau puis tenir ton crayon? Je veux te voir travailler. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Et quand on a ces gens-là, et qu'on dit, parce que moi, je t'admire, je regarde ce que tu fais, je voudrais apprendre à le faire à ma façon, mais je voudrais apprendre à le faire... les personnes nous ouvrent la porte, les gens sont généreux, beaucoup plus généreux que ce qu'on a. Ils vont nous accorder plus d'importance souvent que ce qu'on va s'accorder nous-mêmes. Ça, c'est un conseil. Regardez autour de vous les gens que vous admirez, les gens qui sont autour de vous que vous admirez, parce que je peux admirer... Michelle Obama à la télé, mais ça va être plus difficile de trouver le contact. Je l'appellerai peut-être pas, mais c'est ça. Alors, regardez autour de vous les gens qui ont du leadership et les chansons, la personne va dire oui, viens avec moi, viens, je vais te montrer, je vais partager parce que les gens sont généreux. Puis l'autre chose, c'est facile de dire fais-toi confiance, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Il y a un exercice que j'ai eu la chance de faire quand j'étais à la maîtrise, puis fait que c'est un conseil, mais c'est un exercice. Ça serait quelque chose qui nous aide. Et l'exercice, c'était de faire appel à différentes personnes dans notre entourage, puis leur demander de nous raconter 3 histoires où ils nous ont vus à notre meilleur. Ah, c'est cool, ça. Fait que là, tu fais un répertoire. Fait que moi, j'ai sollicité des amis, des membres de ma famille, mes enfants.
des anciens collègues, des anciens patrons, alors toutes sortes de monde. Puis tu nous donnes 3 histoires courtes, mais où tu m'as vu à mon meilleur. Et quand on fait l'inventaire, premièrement, les gens répondent. Et on est surpris jusqu'à quel point les gens nous aiment, finalement, quand on demande quelque chose à des gens. Oui, puis je pars du principe que quand quelque chose est bien demandé ou bien amené, tout à fait. Tu te sens pas obligé d'eux, donc Tout du coup, à tu le fait. fais limite de bon cœur, en fait. Tout à fait. Et quand tu compiles tout ça, finalement, il va se dégager de ça tes plus grandes forces. Puis ça, il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Parce que quand on te dit, toi, Nathalie, il s'est passé telle chose, telle aventure, et voici comment tu étais, puis ça, c'est ce que ça nous a appris ou ça nous a permis de faire, ou là, tu dis, OK, mais ça, c'est mes points d'ancrage. Ça, c'est à moi, ça. Ça, c'est à moi, c'est à qui, c'est au fond. Exact. Puis plus on se connaît, bien là, plus on peut bâtir la confiance. Parce que c'est facile de dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mais basé sur quoi? Mais si je sais que ça, c'est mes éléments solides. Ça, je suis solide. Ça, je suis solide. Ça, je suis solide. Ça, je suis à mon meilleur. Ça, je suis à mon meilleur. Ça, je suis à mon meilleur. Bien là, après ça, je sais que là, je peux avoir confiance en ces capacités-là. Parce que c'est pas juste moi qui les ai vues, mais c'est les autres qui ont vu ça en moi. Fait que j'ai pas toutes les forces, puis j'ai pas tous les talents, puis je serais pas capable de tout faire, puis je serais pas bonne en tout. Mais en tout cas, sur ce que tu es sur bonne... ça c'est mes piliers solides sur lesquels je vais bâtir mon ambition, mon rêve, mon projet. C'est là-dessus que je vais bâtir ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Judith, pour ces beaux conseils de fin d'interview. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci, Nathalie. Merci beaucoup pour l'entretien de manière générale aussi, d'être revenue sur tous ces petits détails rigolos de ta vie et puis pour ton entrain naturel aussi. Moi, j'apprécie beaucoup les énergies comme ça, donc merci beaucoup. Merci à toi, tu es vraiment accueillante. Merci. Oh, merci. Et puis, je pense que les auditeurs de Choc FM 105.1 auront également apprécié cette interview. C'était vraiment un plaisir. Merci encore, Judith. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Judith. Merci.